Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Thénois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux journalistes de Médias Thénois, Nelly Guidici et Cristiano Pereira. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. On va plonger tête la première dans l'actualité thénoise avec toi, Cristiano. Cette semaine, tu nous parles logement social. Tu as assisté à une conférence de presse à Yellowknife. Était notamment présente Rebecca Alti, notre ancienne mairesse. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé exactement lors de cette conférence de presse ? Oui, alors c'était il y a 2 jours, le 14 octobre, le gouvernement fédéral et celui des territoires nord-ouest ont annoncé un investissement conjoint de 5 millions de dollars. 5,6 millions de dollars. Précisément. Pour rénover 150 logements sociaux à travers de 31 communautés du territoire. Et donc, c'est un financement qui vient à la fois d'Habitation TNO et d'un fonds pour le logement abordable du gouvernement fédéral. Concrètement, ça veut dire que plusieurs maisons vont être réparées. On parle des fondations, des maisons qui ont des fondations fragilisées par le perte du sol, avec des problèmes de chauffage, d'électricité, de plomberie. Et bon, ça va être de l'argent, énormément de fonds pour des réparations essentielles pour que les résidents puissent vivre dans des logements sûrs, chauds et habitables. Et alors pourquoi c'est si important cet investissement dans le Nord ? Bon, la ministre Lucy Kupton, elle a en gros expliqué quelque chose qu'on imagine tous, que les maisons ici dans le Nord, elles subissent des conditions extrêmes. C'est le froid, les changements de température, l'humidité, voilà, tout ça, ça fait que s'use beaucoup plus vite les maisons. La ministre Kupton, elle a dit clairement, le logement, c'est la priorité numéro 1 de ce gouvernement. Et donc, il a expliqué que plusieurs unités ont plus de 30 ans et certaines même plus de 50 ans. Donc, pour déterminer lesquelles doivent être rénovées en premier, Habitation TNO est en train de faire des évaluations sur l'état de les maisons. Et c'est là, en fait, qu'ils ont vérifié pas mal de problèmes dans les fondations, le toit, la structure, les systèmes de chauffage. Et bon, ce sont des rénovations majeures qu'il faut faire pour rénover les maisons, en gros. Et au-delà des réparations, qu'est-ce que cet investissement peut changer pour les communautés ? Justement, la ministre Kuptana a insisté là-dessus. Elle dit qu'avec ce financement, ce n'est pas seulement pour rénover des bâtiments, c'est aussi pour créer des retombées locales. Ces chantiers vont offrir des emplois dans les collectivités, en fait, et y compris aussi des apprentissages pour les jeunes et des contrats pour les entreprises nordiques. Donc, ça va stimuler un peu l'économie aussi. Et puis, la conférence de presse, il y avait aussi Erin Kelly, c'est la présidente d'Habitation TNO. Elle a rappelé que ces genres de rénovations vont aussi améliorer la qualité de vie. Les maisons vont devenir un peu plus sûres, plus chaudes, plus éco-énergétiques. Et voilà, c'est aussi un peu moins de stress et un peu plus de stabilité pour les familles. Donc voilà, c'est un investissement qui va aider à renforcer les communautés. Très bien. Alors maintenant, on s'éloigne des TNO pour se rendre, comme la semaine dernière, à Ottawa. Alors quoi de neuf, Cristiano, du côté de la rencontre ministérielle ? Oui, alors, pour ce que... On a parlé de ça la semaine dernière, mais c'était le début de la rencontre. Début, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 jours, une délégation du gouvernement de TNO et de plusieurs gouvernements autochtones a rencontré une série de ministres fédéraux à Ottawa. Et donc, l'objectif, c'était de défendre les priorités du Nord, notamment le logement, les infrastructures, la sécurité, voilà.
Et la délégation, sont rentrés à Yellowknife le jeudi très tard, la nuit. Et le vendredi matin, donc quelques heures après son retour à Yellowknife, le premier ministre R.J. Simpson a parlé avec nous, avec les Ténois, et il nous a dit que ces rencontres avaient été, ces expressions, c'est très productif. C'est ça qu'il a dit. Donc il a senti que le gouvernement fédéral était à l'écoute et prêt à collaborer pour amener davantage des ressources dans le Nord. Mais alors, si on parle du concret, genre, qu'est-ce que ces discussions pourraient changer pour nous, pour les Ténois? Oui, alors, le Premier ministre a dit que la prochaine étape, c'est de transformer cette collaboration dans des résultats concrets. Donc, son gouvernement veut déposer des propositions conjointes avec le gouvernement autochtone pour obtenir plus d'investissements, surtout dans le logement. Il a aussi parlé du développement du secteur des minéraux critiques, mais de manière responsable pour les communautés du Nord. Bref, voilà. Il y a aussi Danny Gaudet, le président du Conseil des dirigeants, qui a rappelé que cette deuxième visite à Ottawa montre la force de l'approche intergouvernementale. Et alors, le Conseil, il me semble, parle souvent d'une seule voix du Nord. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, c'est exactement ça que Denis Godet était en train de dire. Donc, il disait en gros que chaque gouvernement garde ses priorités, mais que tous avancent ensemble sur les grands dossiers communs. Et donc, ce front commun, selon plusieurs dirigeants, permet d'avoir un peu plus de poids à Ottawa. Donc, le message est clair pour bâtir des routes, renforcer la sécurité énergétique et améliorer le logement. Le Nord doit être pleinement impliqué dans les décisions nationales. Et c'est ça qui a souligné Danny Gaudet, le président du Conseil des régions. Il a rappelé que cette deuxième visite à Ottawa, parce qu'ils ont été là ici aussi l'année dernière, aussi en octobre en fait, montre la force d'une approche intergouvernementale. Et ce message n'est pas nouveau en fait. Je me souviens qu'en décembre 2023, le jour même où R.J. Simpson a été choisi comme premier ministre, il avait dit aux journalistes, la première fois qu'il a parlé aux journalistes comme premier ministre ici, il a dit aux journalistes que travailler avec le gouvernement autochtone, c'est l'avenir du territoire. Et donc il parlait alors d'une nouvelle ère de collaboration. C'était exactement ça l'expression qu'il a utilisée. Et donc, il rêvait déjà de se rendre à Ottawa côte à côte avec les dirigeants autochtones. Quelques jours plus tard, aussi en décembre 2023, dans une interview à Médias Ténois, il expliquait que l'avenir est un territoire à gouvernement multiple. Donc, où le GTNO et le gouvernement autochtones doivent travailler ensemble. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que cette vision se concrétise un peu. Cette visite à Ottawa la semaine dernière est un peu la preuve avec un Nord qui parle d'une seule voix et que apparemment se fait entendre. Et ben on verra si cette voix continue à se faire entendre. Je pense qu'on va en reparler ensemble, Cristiano, ici. Alors maintenant, je me tourne vers toi, Nelly. Tu travailles depuis quelques semaines sur la sécurité alimentaire dans le Nord, et plus particulièrement aux solutions mises en place comme l'hydroponie, donc dans les 3 territoires. Sur le site de Médias Ténois, on peut déjà retrouver un premier article, état général de la situation, et aussi sur la situation au Yukon. Et maintenant, tu vas nous parler plus précisément de la ferme qui se situe au TNO à Inuvik. Alors déjà, est-ce que tu peux très rapidement nous rappeler en quoi consiste une ferme comme celle dont tu vas nous parler, une ferme hydroponique?
Alors, une ferme hydroponique, c'est une agriculture hors sol, en fait. Donc, les fermes hydroponiques, ce sont des containers de transport qui ont été transformés pour accueillir des légumes qui poussent dans de l'eau, qui sont renforcés, enrichis en minéraux et en éléments essentiels pour faire pousser ces légumes. C'est de la culture hors sol, en fait. Mhm. Et dans une ferme hydroponique, donc sous la forme d'un container, on a plusieurs étages sur le côté et on peut faire pousser des salades, des herbes aromatiques comme du persil, de la coriandre et d'autres types de légumes. Mhm. D'accord. Donc là, tu as parlé d'une ferme hydroponique à Inuvik. Alors, où elle se trouve précisément et quand est-ce qu'elle a été installée? Alors, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Inuvik, il y a un bâtiment particulier qui n'échappe pas au regard, c'est la serre. La serre communautaire qui est en fait l'ancienne aréna qui a été modifiée pour en faire une serre à la fin des années 90. Et la ferme hydroponique qui a été achetée en 2021 et installée à Inuvik, elle est juste à côté de la serre en fait. Elle a été achetée par l'organisme qui s'occupe de la serre qui a acheté cette unité mobile en 2021. Donc, c'est vraiment à côté de la serre d'Inuvik. On peut pas rater l'infrastructure, Mhm. cet édifice qui est quand même très emblématique d'Inuvik. Et alors, est-ce que depuis son installation, il y a eu des difficultés liées au fonctionnement de cette unité? Alors, justement, j'ai pu en discuter du fonctionnement de cette ferme hydroponique avec Peter Clarkson, qui est le maire actuel d'Inuvik et qui est Mhm. aussi membre du conseil d'administration de l'organisme Inuvik Community Greenhouse, qui gère la serre et la ferme hydroponique. Et effectivement, il y a eu plusieurs défis, notamment le coût énergétique, le coût de l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner une telle structure. Alors, pour rappel, le coût de l'énergie est le plus élevé au Canada, au Nunavut et au territoire du Nord-Ouest. Mhm. Et même s'il y a des variations dans le coût de l'électricité d'une collectivité à l'autre, il nous dit que le kilowattheure, il coûte plus de 80 centimes, ce qui est Mhm. beaucoup. Donc, pour réduire ces coûts, des panneaux solaires ont été installés, mais il y a eu des retards dans la mise en place des permis nécessaires, ce qui fait que les panneaux n'ont pas pu fonctionner dès le début de l'installation de la ferme. Et ces coûts énergétiques supplémentaires n'ont pas permis d'accumuler en temps et en heure des heures d'énergie qui auraient pu être réutilisées ensuite pour faire fonctionner la ferme en hiver. Alors, initialement, le but de cette ferme, c'était de fonctionner en hiver pour apporter des fruits et des légumes aux résidents d'Inuvik toute l'année parce que sinon, l'alimentation arrive par camion ou par Mhm. avion et puis ça coûte cher, comme on le sait. Et là, à cause de ces retards d'installation de permis qui n'ont pas été mis en place immédiatement, le projet initial qui était de faire fonctionner la ferme en hiver, en tout cas toute l'année, n'a pas pu se faire. Et cette année encore, Monsieur Clarkson a indiqué qu'ils n'ont pas pu accumuler ces heures énergétiques nécessaires, donc la ferme sera fermée cet hiver. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs auquel a dû faire face le conseil d'administration, le coût de l'énergie. Puis il y a aussi des problèmes de formation et de rétention de personnel. Euh, Durant l'hiver, du personnel avait été formé donc au maintien de la ferme hydroponique, à la surveillance de toutes les données et de tous les paramètres qui font que les légumes poussent dans un environnement propice. Et le personnel qui a été formé finalement a décidé de ne pas rester à Inuvik. Du coup, ce problème de personnel est un problème qui s'est ajouté au problème de l'électricité, ce Mhm. qui fait que cette ferme, elle fonctionne pas à 100%. Ok. Et Monsieur Clarkson le regrette. En tout cas, c'est pas aussi, ce n'est pas, il n'y a pas autant de succès qu'espéré au moment de l'achat et de l'installation de cette ferme hydroponique. Mhm. Ok, les ressources, le personnel, vraiment des problèmes récurrents dans le Nord. Mais alors, selon le maire d'Inuvik, quelles sont les solutions pour faire face à cette insécurité alimentaire qui est présente dans le Nord?
Oui, alors selon lui, il faut avoir une approche plus globale, plus holistique finalement. Et il pense que des initiatives communautaires, de l'éducation au jardinage, dans des jardinières ou dans la serre, une technologie vraiment adaptée au Nord parce que pour lui, la serre est pas isolée de façon, n'est pas isolée comme elle devrait l'être dans les conditions de l'hiver à Inuvik en tout cas. Donc, une technologie vraiment adaptée aux conditions hivernales des territoires et des subventions, des soutiens financiers Mhm. de différentes instances gouvernementales sont nécessaires. Donc, c'est pas vraiment une solution qu'il met de l'avant, mais plutôt une approche globale qui est nécessaire. Donc, c'est un peu plus compliqué que simplement acheter une unité hydroponique et l'installer à Inuvik, par exemple. Puis il estime aussi que le jardinage en été, ou en tout cas mettre à profit les longues heures d'ensoleillement et la température idéale pour faire pousser des légumes en hiver, est une solution pour chaque famille de faire pousser un maximum de légumes dans des jardinières qu'ils pourraient installer chez eux, en louant une parcelle dans la serre, par exemple, et ainsi récolter durant l'été le maximum de légumes qui pourraient se conserver, donc comme des pommes de terre, des légumes racines ou ce genre de légumes qui pourraient être conservés et consommés durant l'automne et une partie de l'hiver. Donc pour lui, c'est vraiment une approche plus globale, un peu plus compliquée, qui demande pas simplement une subvention pour faire venir une ferme hydroponique, mais plusieurs subventions, plusieurs approches des particuliers, plusieurs types d'agriculture aussi en terre et en hydroponie. Donc c'est vraiment compliqué. Euh, et, et on n'en est pas au point d'avoir trouvé la solution. C'est vraiment des solutions qu'il va falloir mettre en place et surtout qu'elles fassent leur preuve dans les conditions nordiques ou en tout cas inuviques. Très bien. Alors, pas de solution miracle pour l'instant à Inuvik, mais la semaine prochaine, tu termineras ta série de 4 articles consacrés à la sécurité alimentaire et à l'hydroponie dans le Nord, avec l'exemple du Nunavut. Et il me semble que c'est un exemple plein de promesses. Oui, cet exemple-là fonctionne depuis plusieurs années déjà et puis il utilise plusieurs types d'énergie. Donc on en reparlera à cette occasion, mais le coût de l'énergie n'est pas forcément un frein au fonctionnement de cette unité hydroponique à Goahaven, donc dans Mhm. le sud du Nunavut. Tout à fait. Et ben, on en reparlera sans faute la semaine prochaine. Et ben, merci à tous les deux. Et merci d'avoir été avec nous ici pour Info Hebdo. Et puis, on se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles informations. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.